culturelle et scientifique de notre association. Et nous allons traiter un sujet qui est universel. Il s'agit de la problématique des conflits d'intérêts dans le secteur de la santé. Ce thème m'a été suggéré par l'ami de notre club et mon cher ami Cyril Schmitt, qui m'a présenté M. Lassane Msahli, notre principal orateur. M. Msahli est à l'origine pharmacien. Il a également un diplôme de commerce international, un diplôme universitaire de recherche en pharmacoéconomie, un doctorat en économie et un master professionnel en droit avec spécialisation en bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Il a été rapporteur d'une étude effectuée à l'Académie de bonne gouvernance rattachée à l'École nationale d'administration de Tunis, dont le thème était projet de changement portant sur la gouvernance des marchés publics et la gestion des conflits d'intérêts dans le secteur de la santé en Tunisie. Un guide pour la gestion des liens d'intérêt entre la prévention des conflits d'intérêts a été également élaboré. Et je ne sais pas s'il a été appliqué. Les spécialistes de la question nous le diront. Les conflits d'intérêts en matière de santé, comme ailleurs, s'accentuent depuis des décennies. Cette question appelle à l'évidence à porter un regard moins attentif, sans doute critique, et peut-être même dénonciateur sur les pratiques des intervenants concernés, et c'est là où le législateur entre en scène. Je n'en dirai pas plus, et nos orateurs nous en diront davantage. Honorable invité, chers collègues, le conducteur de notre rencontre se présente comme suit. Dr. Itan Schmitt introduira le thème, il aura 3 minutes. Le Dr. Amor Retoumi donnera un aperçu du thème pendant 5 minutes. M. Msahli, notre principal orateur, aura 25, un maximum 30 minutes. Si la salle, ensuite on ouvrira le débat pendant 45 minutes. Et on va clôturer notre rencontre par une petite réception en votre honneur. Et je voudrais ajouter quelque chose. Notre rencontre est une réflexion pure et simple. On va faire le procès d'aucun. On va vous écouter vos suggestions, vos avis concernant cette question. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est mon droit de remercier vivement le bureau de l'amicale des diplômés de l'École nationale d'administration qui sont dynamiques présidents dans cette officielle. Les remerciements s'adressent également, à mon avis, à Célestin Conseil, qui, de par sa formation, est bien placé pour nous entretenir ce soir de ce thème. Le parcours de Célestin est vraiment atypique. Docteur en pharmacie, il s'est formé dans les domaines de l'économie, de la gestion, de la pharmacoéconomie, de la pharmacie clinique, du droit également. Donc, on voit qu'il a un parcours vraiment atypique. Il va nous aider à mieux cerner la notion de conflit d'intérêts dans le domaine biomédical, ainsi que les relations entre les professionnels de santé et l'industrie des médicaments et des dispositifs médicaux. Il nous expliqua l'impact de cette relation sur l'activité de soins, de recherche et d'enseignement. Normalement, un professionnel de santé est au service exclusif de la santé de son patient. Il est en conflit d'intérêts chaque fois que son jugement est influencé par des intérêts financiers ou non financiers. Ces situations peuvent influencer les pratiques de soins et l'activité scientifique de recherche
avec risque pour le professionnel de santé de dévoiement de la prise en charge thérapeutique. Ce dévoiement est la plupart du temps inconscient. On parle d'influence. Le prescripteur est conditionné, influencé dans sa prescription. Mais parfois, le dévoiement est conscient. Il s'agit là de corruption. Je suis persuadé que notre conférencier nous proposera des moyens de régulation destinés à limiter l'impact des conflits d'intérêts. Je ne peux pas conclure sans évoquer la problématique des relations industrie pharmaceutique, association de malades. En effet, cette industrie n'hésite pas à soutenir financièrement ces associations qui deviennent des relais de marketing pour l'industrie pharmaceutique et un moyen de pression sur les pouvoirs publics pour introduire un nouveau médicament ou pour améliorer le taux de prise en charge de ce médicament. Je ne vais pas en dire plus et je passe la parole tout de suite à mon ami, c'est un Maktoumi que vous connaissez tous, c'est un Maktoumi, le professeur de pharmacologie. C'est monsieur médicament, il a dirigé la direction générale de la pharmacie du médicament pendant plusieurs années, il maîtrise très bien la question et puis il est expert auprès de l'OMS. Merci, M. Joval, merci, M. le Président. Comme l'a fait M. Babichou, je souhaite remercier l'association des anciens diplômés de l'amicale des anciens diplômés de l'École nationale d'administration et pour d'abord son activité reconnue et connue, mais également pour le choix d'un sujet fort vivant, fort d'actualité, toujours d'actualité. Je ne serai pas dans quelques minutes pour vous donner certains contours, certains éléments relatifs à ce sujet. Donc, si je peux me permettre, je commencerai par une anecdote en vous relatant quelque chose qui s'est passé et qui a été un premier déclic à mon niveau en matière de conflit d'intérêts. C'était au début des années 90. Certains d'entre vous connaissent le directeur général de la revue Prescrit, qui représente la hantise des laboratoires pharmaceutiques, puisque n'accepte pas toute introduction de l'industrie pharmaceutique dans ses avis. Monsieur Gilles Barbelet était venu à notre invitation 2 fois en Tunisie. Et il m'a raconté comment il travaillait avec ses collaborateurs dans la revue Prescrit. Il se mettait autour d'une table et à chaque fois, il mettait une bouteille au milieu de cette table. Et il disait à tous ses collaborateurs, messieurs, cette bouteille représente le citoyen. Et à chaque fois que quelqu'un va dévier de l'intérêt du citoyen, qu'il regarde la bouteille, ou bien je le rappelle à moi. Et c'est là, peut-être, comment on place le curseur dans le domaine de la santé, et plus particulièrement du médicament. Et comme vous le savez, le médicament a un coût, il a un prix. Sans trop m'aventurer sur ce terrain, je vous donnerai un seul exemple. Un des grands médicaments les plus récents, le sofosbuvir, qui lui permet de lutter contre l'hépatite B, l'hépatite C, coûte le traitement $300. Il a été vendu en Europe et au début en Tunisie à $60 000. De $300 à $60 000. Imaginez toute cette marge. Elle représente d'abord de l'argent qu'on verse aux actionnaires, mais elle représente aussi certains éléments qui peuvent conduire à des dérives. Et c'est là qu'on introduit cette notion de conflit d'intérêts, qui a toujours existé au plus haut niveau des organismes internationaux. Lors de l'épidémie de la grippe aviaire à Chahana, le président de la commission de l'OMS qui a déclaré la pandémie était un collaborateur des laboratoires Roche qui était fortement intéressé par la commercialisation d'un de leurs médicaments. Le médicament,
comme vous le savez, donc il a un coût, il a un prix, et il n'y a généralement pas de concordance entre le coût et le prix. À l'heure actuelle, les nouveaux médicaments, les plus récents, les génétiques, coûtent dans les 2 à 3 millions de dollars le flacon. Les médicaments nouveaux qui sont en train de sortir maintenant. 2 à 3 millions de dollars le flacon. Ce sont des médicaments exceptionnels, mais c'est quand même 2 à 3 millions de dollars. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le domaine. Et par conséquent, dès qu'il y a de l'argent, il y a un risque important de délits. Et parmi ces délits, il y a le problème des conflits d'intérêts qui se superposent. Ces conflits d'intérêts, maintenant, pratiquement dans toutes les instances internationales, quand vous participez à une réunion, on vous demande de signer un papier pour déclarer vos conflits d'intérêts. Lorsque vous publiez, faites une publication, on vous demande de déclarer vos intérêts. Lorsque vous faites une conférence, on vous demande de déclarer vos intérêts. C'est vrai que ce sont des moyens destinés à limiter, comme les lois anti-cadeaux, qui sont à l'échelle internationale et qui, en Tunisie, ne connaissent pas, même s'il y a des textes qui existent, ils ne connaissent pas l'application nécessaire. À l'heure actuelle, les cadeaux, ça devient une deuxième monnaie d'échange entre l'industrie pharmaceutique et les praticiens. Pardon? Un droit. Donc, c'est quelque chose, c'est conflit. Donc, il y a de l'argent. Vous êtes sur un marché de 1 trillion de dollars. Et cet argent va servir à la recherche, va servir à découvrir donc de nouveaux médicaments, mais va servir également à soutenir la commercialisation des médicaments. Il serait un euphémisme de dire qu'on peut supprimer les conflits d'intérêts dans le domaine de la santé et dans le domaine du médicament. Mais toute l'action doit viser au moins à les réduire. Et comme l'a dit également Célida, à les limiter. Et c'est là le but de toutes les actions, de toutes les personnes qui essayent d'agir dans ce domaine de bonne gouvernance. Je terminerai en évoquant mon parcours avec Lassana Serki. Je les connais depuis le début des années 90, lorsqu'on a demandé, M. Barbéré et l'OMS et la DPL, que je dirigeais à ce moment-là, on lui a demandé de nous faire un document sur la maîtrise des coûts des médicaments en Tunisie. Et pour l'histoire, je dirais que ce document qui a été publié par l'OMS in extremis a permis, au milieu des années 90, de sauver la pharmacie centrale d'une approche de privatisation qui était pratiquement décidée. Et c'est Mohamed Al-Nouchi, alors Premier ministre, au vu de cette étude, a dit l'OMS ne peut pas se tromper, on doit se soir à cette approche de privatisation de la pharmacie centrale dans les années 90. Par la suite, on a travaillé sous l'égide de l'OMS sur la bonne gouvernance. Il y a eu l'une des rares études sur la bonne gouvernance dans le domaine des médicaments en Tunisie, et c'est là que j'ai continué à entretenir mon amitié avec lui à travers des discussions importantes, pour ne pas dire des confrontations du point de vue d'idées, et c'est ça qui est enrichi. Je vous remercie encore pour votre invitation et j'espère ne pas avoir été trop long. Docteur Amour, que je connais depuis le début des années 90. J'étais en poste à Vienne et j'étais vice-président de la commission des stupéfiants aux Nations Unies. C'est Amour Rohta, il était directeur de la pharmacie et des médicaments. كان عندنا مراسلات يبعث لي للكولابوراتور بتاعه لكن هو ما جا بعدها حتى مرة سيدة. مرحبا بكم, je donne la parole à Sida Saad. Merci beaucoup et
Merci pour cette invitation, ça me touche énormément, ça me permet de retrouver mes aînés pour qui j'ai un immense respect et avec une pensée particulière pour mes professeurs qui m'ont formé et surtout dans ce domaine, c'est le professeur Cheikh Zouri qui est actuellement enseignant au Qatar. Malheureusement, plusieurs sommités de ce calibre ont été perdues par la Tunisie ces dernières années. Et je ne pourrais pas commencer ma conférence sans déclarer mes liens d'intérêt, mes conflits d'intérêt. En fait, je n'ai aucun lien au conflit avec l'industrie pharmaceutique, ni de près, ni de loin. Quelques-unes des publications qui ont été faites pour la Tunisie, qui ont permis de mettre en valeur tout le travail qui a été pensé avec beaucoup d'efforts personnels, mais sans beaucoup de dépenses. Donc c'est pour vous montrer un peu l'investissement qui a été effectué par les responsables. Oui, je peux vous envoyer par la suite la conférence, il n'y a pas de souci. Les autres publications sont d'autres publications que j'ai faites avec des groupes internationaux, en particulier sur la nocivité des psychotropes. Et hier, il y a eu un programme télévisé sur la nocivité des psychotropes et c'est quelque chose qu'on essaie d'étouffer depuis au moins 20 ans, mais qui commence à prendre de la valeur. D'autres travaux, j'ai eu le plaisir d'accompagner Sislahdine Salemi, c'est Achouri, c'est professeur Bozouaya. Et donc j'ai beaucoup appris grâce à leur expérience et leur recul. Et donc malheureusement, c'est un travail qui a été très important, qui n'a pas été pris en considération. Je pense même qu'ils n'ont pas lu ces documents. On aurait pu éviter beaucoup de problèmes grâce à ce qu'il y a et fait. Anna Ardern, je suis parfaitement d'accord avec elle quand elle dit que penser ne fait pas seulement appel à l'intelligence et à la profondeur, mais avant tout au courage. Et moi j'ajouterais une chose, le caractère. Parce que s'il n'y a pas de caractère, rien ne peut être fait. Il faut dire que la santé publique a été construite sur beaucoup de mensonges, si on veut se dire la vérité. L'un des premiers mensonges, ça a été fait par Jim Downs. Jim Downs, c'est un docteur, c'est un historien de la médecine. C'est un jeune historien de la médecine. Et comme vous voyez là, c'est un bras sans la peau qui décrit les formes anatomiques du corps humain, mais en même temps, il est lié à une chaîne. Et ça pour dire que les progrès cachent très souvent des cadavres, cachent des misères humaines. En fait, quand on fait l'éloge de l'épidémiologie, ce qu'on cache, comment l'épidémiologie a été faite? L'épidémiologie a été faite parce qu'il y avait beaucoup de morts parmi les esclaves déportés et donc la bureaucratie de l'époque et les militaires se devaient de réduire le nombre d'esclaves. Donc ils ont mis en place un système de recueil des données durant les trajets, durant les voyages, et ensuite ils l'ont harmonisé. In fine, ça n'a pas arrêté l'esclavage. Ça a donné des frégates plus élargies, plus aérées, plus illuminées, avec plus de provisions alimentaires et avec moins d'esclaves. Et donc ça, c'est le ridicule. Quand on construit un mythe, et c'est très souvent le cas dans la santé, on est en train d'idolâtrer que ce soit des personnes, des disciplines, au point de basculer vers l'extrémisme religieux. Or, la science
en aucun cas ne peut être une religion. Deux éléments qui n'ont de valeur que lorsqu'ils sont partagés. La science et la santé. Et quand on partage, on confronte les idées, on les ajuste. Et donc, malheureusement, ce livre n'a pas été lu par les décideurs pour comprendre la portée de la gravité de leurs décisions quand elles ne sont pas faites dans une optique d'intérêt public pur. Au point qu'une société comme McDonald's devient un opérateur de santé. Une entreprise comme celle de Bill Gates devient un opérateur, un décideur de santé. Les sociétés de tabac, même chose. Les sociétés d'alcool, et là, c'est une aberration. C'est un non-sens. On va parler de conflit d'intérêts. Déjà au XVIIe siècle, La Rochefoucauld décrivait les conflits d'intérêts en disant que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. 300 ans après, Tawfiq al-Hakim dit presque la même chose. المصلحة الشخصية هي الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ. Mais quand on voit l'histoire des conflits d'intérêts, en fait, elle remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, avec la dynastie des Sassanides en Iran, on a vu les prémices de l'organisation judiciaire telle qu'on la conçoit et on la voit actuellement. Et ce sont les conflits d'intérêts qui ont fait sombrer la dynastie Tang dans une guerre pendant près de 3 siècles. Le même problème a été fait entre Napoléon et Bismarck, les anciens alliés d'hier. À cause de conflits d'intérêts, se sont fait la guerre. Et l'Europe et les États-Unis. Pour détrôner les États-Unis, il y avait ce problème de conflit d'intérêts qu'on revit actuellement avec la guerre d'Ukraine qui est in fine une destruction programmée de l'Union européenne. Et donc, pour maintenir son pouvoir de gouverner, on était obligé d'accorder ou de fermer les yeux sur les conflits d'intérêts, d'accorder des avantages. Comment naît un conflit d'intérêts? Un conflit d'intérêts naît de l'opposition de deux choses. Nous avons une limite morale qui sépare l'intérêt général, donc la sphère de l'intérêt général, de la sphère des intérêts particuliers. Et donc, à partir du moment où l'agent public, qui est normalement obligé de respecter l'objectivité, l'impartialité, la transparence et la loyauté, quand il est tenté par l'intérêt particulier, c'est là que le conflit d'intérêts naît. Il naît parce qu'il y a un mélange entre le rôle public et le rôle privé, parce qu'il y a un mélange entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et cet intérêt, il peut être statique, comme il peut être dynamique, c'est-à-dire bouger dans le temps. Mais ce qui est très difficile à établir dans l'intérêt ou les conflits d'intérêt, c'est la durée d'incubation. On ne sait pas. C'est pour cette raison que l'industrie pharmaceutique commence la prise en charge des étudiants en médecine et en pharmacie, en rédigeant leurs rapports, en assurant les photocopies, en finançant les soirées gala. Et donc, si on veut comprendre le conflit d'intérêt, ce n'est pas un acte, c'est une situation. C'est une situation qui peut naître soit d'une trajectoire financière, une ambition, soit d'une trajectoire humaine. Mais dans les deux cas, elle naît d'un aléa de la vie au quotidien. Et elle peut générer
des problèmes d'objectivité, des problèmes d'impartialité, d'indépendance, mais le pire problème, c'est le problème de loyauté. Parce que les professionnels de santé, ils sont payés soit par le patient, soit par l'administration, par le gouvernement. Or, quand un professionnel de santé qui est payé par le gouvernement ou par le patient, mais qui sert l'intérêt d'une industrie pharmaceutique, c'est là que se matérialise le conflit d'intérêts qui est expliqué ici dans l'article 4 de la loi 46 du 1er août 2018 et qui montre que la dégénérescence d'un conflit d'intérêts, c'est une forme de corruption qui est l'enrichissement illicite. Les conflits d'intérêts, est-ce qu'ils peuvent altérer le développement décisionnel en faveur du patient? Absolument. Imaginez que vous partez dans un restaurant et que dans ce restaurant, vous ne pouvez pas choisir. On va vous ramener le maître d'hôtel pour choisir à votre place, mais vous allez payer. Il ne va pas vous demander si vous avez de l'argent ou non. Donc là, c'est le premier danger. Deuxième danger, le développement de guidelines de pratiques cliniques. Une autre tare, parce que les sociétés savantes qui participent dans l'élaboration de ces guides sont à 100% financées par l'industrie pharmaceutique. Ce qui fait qu'elles vont promouvoir des pratiques qui vont dans le sens de la consommation des produits de cette industrie. La manière d'orienter et de rapporter la recherche, mais absolument, parce que qui oriente la recherche? C'est celui qui finance. Et celui qui finance se fixe un objectif. Et donc la recherche actuellement, dans sa globalité, surtout dans le secteur de la santé, elle n'est pas faite dans l'intérêt du patient, elle n'est pas faite dans l'intérêt général, elle est faite dans des objets, dans l'intérêt commercial des firmes pharmaceutiques. Les services de soins, même problème. Quand on présente des produits qui sont toxiques et quand on essaie de cacher leur effet indésirable, je cite les statines qui sont de véritables poisons, c'est des produits contre l'hypercholestérolémie, les psychotropes, et la liste n'en finit pas. Quand on voit les prothèses en silicone et on voit les pauvres femmes qui ont fait ces prothèses, comment leur système vasculaire est entaché de silicone partout, même au niveau du cerveau. Mais ça, on ne le dit pas. Les politiques publiques de santé. Quand vous prenez les politiques publiques des pays de l'OCDE, elles ne sont pas faites pour soigner la population. Elles sont faites pour servir les intérêts commerciaux des firmes pharmaceutiques qui sont considérées comme un prolongement des États. Et donc, à partir du moment où on va encourager une entreprise pharmaceutique à exporter plus, donc on va augmenter les revenus économiques du pays. Les dépenses de soins, mais c'est normal, 25%, c'est le quart pour les produits pharmaceutiques en moyenne mondiale. Et donc ces dépenses pharmaceutiques, quand elles sont faites, mais pas dans le bon sens. Je prends l'exemple toujours des statines. En Tunisie, on a 9 statines. Sur ces 9 statines, il y a 6 statines qui font des interactions avec le cytochrome P450. Et donc, il y a un risque d'interagir, de faire des interactions avec 50% des médicaments qui sont commercialisés dans le pays. Et quand il y a une interaction malheureuse, il y a des coûts qui sont pris en charge, que ce soit par le patient ou par la collectivité. Et donc là, on peut faire des économies rien qu'en faisant une rationalité décisionnelle.
les indicateurs de santé. Et c'est normal. Les indicateurs de santé réfléchissent, en fait, ce sont le miroir de la contradiction d'un État. Un État qui encourage le tabagisme, qui le monopolise, qui encourage l'alcool, et en même temps, vous avez d'autres biais, que ce soit en termes microéconomiques, que ce soit en termes macroéconomiques. C'est très facile de gérer les conflits d'intérêts. C'est juste qu'il faut rappeler que les conflits d'intérêts concernent pour la plupart les agents publics. Vous prenez l'exemple des États-Unis, par exemple, les techniciens ou les référents du secteur privé, quand ils coopèrent avec le gouvernement américain, ne sont pas soumis à cette pratique. Mais en Tunisie, de par la loi, ils sont soumis à cette pratique. Il y a plusieurs mécanismes afin d'éviter toute possibilité de dérive. Mais est-ce que c'est suffisant? Bien entendu que ce n'est pas suffisant. Bien entendu qu'il y a beaucoup d'inefficacité. Pourquoi? Parce que les lois qu'on a faites depuis, en matière de conflit d'intérêts depuis une dizaine d'années, ressemblent beaucoup plus à une lex simulata que à de véritables lois, parce qu'elles ne sont pas réfléchies dans un cadre global qui permettrait qu'elles aient une pertinence et une efficacité. Il y a malheureusement ce terme de conflit d'intérêts a été utilisé pour évincer les personnes qui ont osé défendre réellement l'intérêt général. Certaines personnes de l'opposition ont payé ce même prix. Mais la question qu'on doit se poser, quand est-ce qu'on peut arriver à faire un bon mix, un bon mélange entre prévention, c'est-à-dire tout ce qui est activité en amont, et sanction quand il y a des écarts. Il y a beaucoup de tard au niveau de la loi qui empêche qu'il y ait cette efficacité. En plus, on peut contourner. Vous voyez actuellement, comme il y a certaines lois contre les conflits d'intérêts, notamment la loi anglaise UK Bribery Act 2010. Et donc, la faille, c'était que ces firmes multinationales déplacent leurs conventions, leurs colloques, leurs séminaires dans des pays où ils sont moins regardants, comme le Maroc ou d'autres pays. Et donc, le moyen de contourner est très facile. Mais le plus dangereux, c'est que ça permet d'asseoir et d'ancrer la corruption légale. Tout se fait, mais dans la loi. Et on va le voir à travers les exemples. Le plus grand problème, à mon avis, c'est le dilemme et le paradoxe politique. Pourquoi? Parce que d'une part, il autorise le lobbying. Un lobbyiste, c'est qui? C'est une personne qui vend son influence, qui vend ses relations. Et quand on parle d'influence, on parle de trafic d'influence qui est sanctionné pénalement. Et donc, paradoxalement, on interdit la corruption et on ferme les yeux sur les conflits d'intérêts. En fait, le lobbying, c'est une transgression de cette limite, cette barrière qui nous permet de préserver l'intérêt général. Et le premier exemple, c'est McKinsey. McKinsey est en train de conseiller tous les laboratoires. Mais il a conseillé à la fois la FDA et un laboratoire qui s'appelle Purdue sur une molécule. D'ailleurs, je remercie Monsieur le ministre de la Santé d'avoir retiré son autorisation sur le marché. C'est l'oxycodone. L'oxycodone causait un décès
de 150 décès par jour aux États-Unis, dont 46 étaient sur prescription médicale. Et donc, il a caché sa relation avec le laboratoire. Il savait que le produit oxycodone était fortement addictogène parce que 100 fois plus addictogène que la morphine. Donc, il conseillait consommer et commençait la prescription à travers les médecins et puis il contournait à travers le marché noir. Donc, c'est un laboratoire qui a été dissous. Le même laboratoire investit les cabinets de ministres, de présidents. On le trouve même au niveau de tous les gouvernements et au niveau de toutes les sphères de décision, des très hautes sphères de décision, que ce soit l'OMS, que ce soit les organismes payeurs, que ce soit les industriels eux-mêmes, que ce soit les ONG. Et donc, ça, c'est un pouvoir illimité. Et ça, c'est un élément qui favorise les piliers internationaux. Donc, ces cabinets-là, ce sont ces cabinets qui ont été à l'origine de mesures illogiques et je n'ai pas de qualificatif arbitraire, comme le confinement, comme le masque, comme la vaccination, comme le passeport, alors que vous avez dans la fiche RCP du vaccin et dans la notice du vaccin une rubrique durée de protection où le laboratoire écrit noir sur blanc, aucune durée ne peut être définie parce qu'il n'y a pas eu de travaux sur quelle base on a fait le passeport sanitaire. Le pire, c'est que lorsqu'on fait appel à un prix Nobel pour lui demander son avis sur une affaire de santé, il faut dire une feuille d'un rapport de McKinsey. Gestion des conflits d'intérêts. Je pense qu'on est encore au stade de gestation, parce que les problèmes sont énormes et à chaque fois qu'on essaye de partir à un niveau supérieur, on est ramené au point de départ. Déjà, quand on parle de santé, ce sont des métiers réglementés. Quand on dit une réglementation d'un métier, on dit une protection qui permet de limiter l'accès pour des personnes afin de maintenir un standing moral minimal. Mais là, malheureusement, on bascule dans la capture réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une capture réglementaire? Ça veut dire que tout l'appareil décisionnel produit la même décision, quel que soit son niveau, national, régional, international. Et ça, c'est vraiment la pire des difficultés. Parce qu'on est en train de consommer une stratégie qui a été dessinée ailleurs, qui a été tracée ailleurs, et avec une perversion, excusez-moi le terme, qui permet de transformer les agences qui sont garantes de la sécurité de la population en vassales de cette industrie. Et c'est là toute la difficulté et tout le danger. Les accidents qui ont eu lieu au début des années 90 ont délabré la renommée de l'industrie pharmaceutique. Et là, on voit par exemple qu'un responsable des agences de référence qui ont une incidence. Pourquoi agence de référence? Parce qu'en Tunisie, par exemple, on accepte les produits qui ont été enregistrés aux États-Unis ou en Europe. Mais quand un laboratoire vient vous voir avec son autorisation de mise sur le marché américain, pour nous, c'est OK. Or, c'est un système qui est totalement gangréné par les intérêts, par les conflits. Et ce système a permis de transférer la richesse de 4 milliards
4 trillions de dollars des travailleurs de la classe moyenne vers les plus riches durant la période de la Covid. Et donc là, vous avez un système qui a pris ces avant-gardes et qui s'est construit depuis la fausse épidémie H1N1. Ils ont appris de leurs erreurs. Deuxième élément, c'est quand vous voyez, là, c'est pas clair malheureusement, que plus que ces agences de référence, que ce soit celles américaines ou japonaises ou européennes, sont financées à plus de 85% par l'industrie pharmaceutique. Donc c'est normal qu'ils essaient de préserver leurs intérêts et leur financement. L'autre anomalie dans le secteur pharma, c'est que c'est un secteur où l'innovation est bloquée depuis au moins 30 ans. Comment ça se fait que ce secteur qui souffre d'un blocage d'innovation, comment ça se fait qu'il réalise des croissances à 2 chiffres pendant 40 ans de suite? C'est qu'il y a une anomalie quelque part, ça ne suit pas. Et donc on passe de 24 doses et 7 vaccins pour les enfants en 83 à 69 doses et 50 injections en 2020. Un enfant de 0 à 6 ans doit faire l'équivalent de 40 vaccins. Est-ce qu'il est protégé? Encore une autre question. Quand est-ce qu'un vaccin est utile? Un vaccin est utile quand l'agent pathogène est un peu stable. Là, on peut fabriquer un vaccin. Mais quand l'agent pathogène est versatile et change en continu, et sa vitesse de changement, de mutation, elle est plus accélérée que la vitesse de création du vaccin, automatiquement, les vaccins qui vont être produits seront des vaccins obsolètes, qui vont protéger contre un virus qui n'existe plus. La DARPA, en 2002, après la crise du SARS-CoV-1, a appelé les coronavirus target moving. Ça veut dire cible difficile à atteindre parce qu'elle change et mute perpétuellement. Et quand nous, on a cette brillante idée de faire des vaccins pour ou contre les coronavirus, c'est une aberration de pensée. C'est anormal. On ne peut pas vaincre la nature qui a 3 milliards d'années. On ne peut pas. C'est le labo le plus sophistiqué et le moins cher. La vaccination aux États-Unis, à partir du moment où le pédiatre ou le médecin dépasse de 100 vaccinés, ses revenus passent de 40 à 80 000 dollars par an. En anesthésie, les mêmes arnaques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Madoff, l'arnaque financière qui a causé la crise de 2007 de Surpral. Aux médicaments, on a les mêmes problèmes. Alors, les psychotropes. Les psychotropes, une étude qui a été faite par Peter Gotch, évaluait les morts induites par les psychotropes à 500 000 morts entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire 700 millions d'individus. Or, à cette époque, la population mondiale était de 7 milliards. Donc, il suffit juste de multiplier par 10 pour que vous ayez 5 millions de morts par les psychotropes.
Pour donner une image, 500 000 morts par an, c'est 3 avions Boeing 447 qui se crashent tous les jours avec 465 passagers. Imaginez l'effet médiatique. Et ça n'arrête pas. Là, on prend un médecin qui fait partie qui est conseiller auprès du ministère de la Santé, mais en même temps, c'est un porte-parole et un porte-drapeau d'industrie pharmaceutique. Pourquoi on a ces dégâts? En fait, ces dégâts remontent à 110 ans. Il y a 110 ans, il y a ce qu'on appelle le rapport Flexner, qui a été fait en 1910. Il a été fait et financé par Rockefeller. Et en fait, c'est un rapport qui prenait l'eugénisme, c'est-à-dire là, je pense que l'eugénisme. Et donc, c'est ce rapport qui a instauré le numerus clausus dans les études médicales et pharmaceutiques. Et c'est lui qui a limité l'accès à la santé. En même temps, il a tué la médecine traditionnelle pour permettre une vente des produits de recyclage de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière. Et ce premier produit, c'est la vaseline, l'huile de paraffine et ainsi de suite. Et donc là, ce phénomène de stérilisation, que ce soit de la population noire, que ce soit des femmes, continue. On a invité professeur Wolfgang Wodarr. C'est lui qui était à l'origine de la découverte de l'affaire de la grippe H1N1. C'est lui qui a mis à nu toute l'arnaque. Et il est médecin pneumologue et il est professeur de sciences politiques. Il enseigne la politique de santé au Bundestag en Allemagne. Et l'autre, c'est le directeur de recherche de Pfizer, l'ancien qui a démissionné parce qu'il a constaté les dérives de son employeur. Et donc, ces problèmes qui touchent à la stérilité et à la reproduction, en fait, s'avèrent chaque jour de manière plus grave encore. Et il y a une association en France qui s'appelle « Où est passé mon cycle ?», où on note des troubles menstruels très importants chez les femmes et qui sont estimés à peu près entre 80 à 82% chez les femmes en post-vaccination, au point qu'une gynécologue l'a qualifié de meilleur produit abortif. Et ça ne concerne pas uniquement les femmes, ça concerne aussi les hommes, parce que ça réduit la mobilité des spermatozoïdes, et quand on réduit la mobilité des spermatozoïdes, l'ovulation, tout simplement, ne peut pas avoir lieu. L'origine du mal. In the Athena Camp. C'est vraiment, d'abord, ceux qui ont écrit ce livre, qui sont John Arquilla et David Ronfeld, c'est des penseurs de la Rand Corporation. La Rand Corporation, c'est un think tank qui a été fondé et créé par Henry Kissinger. Et donc, vous voyez, pour eux, il est impératif de constituer une prise en compte des difficultés qui permettent de générer des fonds supplémentaires et d'accumuler des richesses. Deuxième livre, comment passer de la biopolitique à la noopolitique. En fait, la noopolitique, c'est comment mettre le savoir au service du pouvoir. Et donc là, ils ont une autre conception. Le conflit d'intérêts n'est pas un conflit d'intérêts. En fait, l'approche la plus importante, c'est qu'il faut concevoir ça comme une synergie d'effets
entre les opérateurs économiques privés et l'orientation ou la politique générale publique. Troisième livre, il est écrit par Ali Al-Ail, c'est une merveille, c'est une pure merveille où il décrypte tout ce système. Et donc là, on établit des autoroutes d'affaires, et vous savez, quand on emprunte une autoroute, on paye. Et quand on emprunte une route nationale, on est taxé de corrompu. Et donc là, c'est la dualité. Vous prenez l'exemple de Paribas, la banque Paribas. C'est une banque qui concentre toutes les transactions pétrolières dans le monde. Aucune transaction pétrolière ne passe par une autre banque. Toutes ces transactions passent par Paribas. Et au niveau des États-Unis, chaque 3 à 5 ans, cette banque est jugée pour fraude et corruption et elle doit s'acquitter entre 3 à 11 milliards de dollars. Elle donne beaucoup plus au gouvernement américain qu'au gouvernement français. La section 301. Et là, c'est un autre coupe-gorge. La section 301, là où ce qu'on appelle la Special 301, c'est une disposition légale qui permet aux États-Unis de sanctionner les pays qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle. Il faut dire que les laboratoires Pfizer ont demandé déjà aux États-Unis d'inscrire la Tunisie sur cette fameuse liste en 1996, avant l'entrée en vigueur de l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle. Et donc, un brevet, un médicament, en moyenne, il est protégé par 1306 brevets. C'est la moyenne. Là, Pfizer a protégé son vaccin avec 18 600 brevets. Ça veut dire que c'est impossible de fabriquer ce médicament s'il était efficace, parce que tout simplement ils font une fragmentation technique et ils ont une technique bien spécifique à eux pour rédiger les brevets, de manière à ce qu'on ne peut pas les exploiter ailleurs. Et donc là, vous avez la demande, ici en bas. Vous avez la demande des laboratoires américains au gouvernement de Biden pour qu'il protège les droits de propriété intellectuelle et qu'il sanctionne les pays qui ne respectent pas ces droits. Et donc là, cette alliance entre le gouvernement et les corporates correspond à la définition du fascisme, tel que défini par Benito Mussolini, qui dit le fascisme, c'est la coopération ou l'intégration entre les très grandes entreprises et l'orientation politique. Le fascisme, c'est aussi quand on se rend compte que le communisme ne marche pas. Et c'est déjà arrivé. Troisième élément, c'est que Big Pharma paye tout le monde, en commençant par les professionnels de santé, Big Tech, et vous allez voir des choses qui sont impensables. Et là, ça nous ramène au dicton de Franklin Roosevelt, comme quoi la démocratie doit avoir peur, doit trembler, quand un pouvoir économique, un opérateur économique devient plus important en termes financiers par rapport à un État. Vous prenez Pfizer, son produit net
dépasse 50 pays africains. Et donc, c'est pour vous dire le décalage et le déséquilibre de négociation. On ne peut même pas négocier avec eux. Là, c'est un autre aspect. Ce qui est marrant avec Sergio Sismondo, qui est un philosophe et sociologue d'origine argentine, c'est qu'il a décrypté ce système qu'il appelle Ghost Manager. Donc, il y a dans les essais cliniques des patients fantômes concrets. Il y a ce qu'on appelle les ghostwriters, ceux qui écrivent. En fait, l'industrie écrit un article scientifique, elle le ramène à un médecin qu'elle veut transformer en ce qu'on appelle Key Opinion Leader pour créer sa renommée, et c'est un traitement. Mais celui qui écrit l'article, c'est l'industrie, c'est pas le professionnel de santé. Et à partir du moment où il crée cette carrière pour le professionnel de santé, il devient leur ambassadeur. Et ce ghost managing se trouve à tous les niveaux, des mass médias, politiques, marché public, tout, il n'y a rien, il englobe tout. Et donc, il est très difficile de vérifier la véracité du contenu scientifique qui est publié. Pourquoi ? Parce que les firmes pharmaceutiques multinationales ont acheté ces éditeurs. Et vous ne pouvez plus publier un article indépendant ou critique par rapport à tel ou tel médicament. Mais c'est normal, ils défendent leur pain. Là, ça concerne le vaccin contre le papillomavirus qu'on veut actuellement. Je pense qu'il est à l'étude à la présidence du gouvernement et on veut budgétiser ça. Or, c'est une maladie, quand 100% des personnes sont malades, il y a 95% qui vont guérir spontanément, et sur les 5% qui restent, il y a 1% qui risque de développer après X années un cancer. Donc, est-il utile de vacciner des enfants, de les exposer à la toxicité de l'aluminium, en plus des 40 vaccins qu'ils ont fait pendant leur enfance? Je pense que c'est difficile. D'ailleurs, on note une augmentation de mortalité en France. Le premier pays qui a utilisé ce vaccin, c'est l'Australie. Elle a commencé à l'utiliser à partir de 2007. Est-ce qu'il a amélioré la mortalité? Non. Est-ce qu'il a réduit la prévalence et l'incidence du cancer de l'utérus? Non. Rien de tout ça n'a été fait. Et donc, maintenant, on vient à la fameuse période de la vaccination. L'une des personnes qui était chargée d'évaluer le dossier du vaccin de Pfizer était une ancienne employée, était une ancienne recrutée par le laboratoire Pfizer. 84% de ceux qui constituaient le panel qui sont censés étudier le vaccin sont entachés de conflits d'intérêts avec Pfizer, pas avec un autre labo. Rob Ross, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Rob Ross est un député hollandais, un député européen, et c'est l'un des fers de lance contre Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen a fait un marché que vous connaissez avec un SMS, pire, avec un message WhatsApp. 34 milliards de dollars pour 18 milliards de doses de vaccins. 9000 fermes et 9000 discutables. Son mari n'est autre que
le directeur de Orgenesis à partir de l'année 2000. Quel est le lien entre Pfizer et Orgenesis? Eh bien, ils ont les mêmes actionnaires. Heiko von der Leyen fait partie de la bourgeoisie allemande, très proche de Klaus Schwab. Sa famille a fait fortune dans le commerce de la soie. Et donc, il a vendu à l'Union européenne les vaccins, mais en même temps, il a vendu à Pfizer l'ARN, parce que Orgenesis, c'est un fabricant d'ARN messager avec des colonnes à partir des levures. Et donc là, vous voyez qu'ils ont les mêmes investisseurs. Von der Leyen, Heiko, a aussi constitué, a créé des sociétés écrans selon les lois européennes et a bénéficié d'une subvention européenne de 320 millions d'euros. Est-ce que les décisions qu'on a prises dans cette crise de la Covid sont en faveur de la santé publique? Absolument non. En fait, les gouvernements avaient l'impression de guider, mais comme s'ils n'avaient rien entre les mains. La politique était décidée et ils devaient appliquer. Pourquoi? Appliquer parce que déjà, en 92, on a prévu 4 mécanismes qui permettent de donner des autorisations de mise sur le marché, mais pas selon la procédure traditionnelle, mais en abrégeant énormément ces délais. Donc, c'est le Fast Track, Priority Review, Accelerated Approval et Breakthrough Therapy. Alors, c'est juste pour vous montrer que le laboratoire Pfizer a envoyé au gouvernement américain un virement de 3 millions de dollars et que la société Moderna a envoyé 400 millions de dollars. Pourquoi? Parce que d'abord, ce premier a été fait par Bill Clinton en 1997, qui permettait d'abréger les durées d'études d'autorisation de mise sur le marché. Ensuite, il y a eu Obama. Il a décrété que le ministère de Défense pouvait avoir des contrats. Et vous savez que chaque brevet qui est déposé aux États-Unis, l'armée américaine peut l'utiliser gratuitement. C'est pour ça qu'il y a eu le problème de différend avec Huawei concernant la 5G. Ils voulaient avoir accès au code source. Le problème, c'est qu'on a basculé de la santé publique vers le ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que, en vertu de la loi qui a été décrétée par Obama, le ministère de la Défense, dans le cadre de ses prérogatives, pouvait engager les contre-mesures médicales. Ces contre-mesures médicales concernent les produits qui sont gérés par la FDA en cas d'attaque terroriste ou en cas de maladies nouvelles et émergentes. Et ça concerne les produits pharmaceutiques, les produits y compris les produits biologiques, les dérivés du sang, les médicaments et les vaccins, mais aussi les dispositifs médicaux, donc les tests et les équipements de protection. Et donc là, on assiste à un changement du rôle de la FDA. Donc, la FDA devient, en quelque sorte, un chef d'orchestre qui harmonise les travaux de tout le monde. Et donc là, il a la possibilité de recourir aux autorisations d'urgence. Et c'est quoi les autorisations d'urgence? En fait, les autorisations d'urgence
sans un mécanisme légal qui permet à la FDA de ne pas appliquer le référentiel ou les procédures traditionnelles pour autoriser un médicament. Donc ceux qui disent que les études en phase clinique n'ont pas été respectées, je pense qu'ils ne connaissent pas cet aspect de la réglementation américaine. En fait, c'est une procédure qui est appliquée pour les armes, pour tout ce qui est prototype. Prototype, ça veut dire c'est un projet militaire qui doit être couvert par le secret professionnel et ne doit pas en aucun cas être divulgué. Et donc, les vaccins ressemblent, selon la procédure qui les a autorisés, beaucoup plus à des armes biologiques qu'à des vaccins. Alors, le centre, qui est une branche de la FDA, a demandé une autorisation informelle à l'OMS pour lui dire est-ce que l'autorisation en urgence est possible et elle peut être adoptée ou non. Il a eu sa réponse et donc sa réponse était il faut analyser uniquement l'ARN messager. Ça veut dire par règle de 3, si l'ARN messager est OK, le reste des excipients ne sont pas pris en considération. Je vais être un peu plus rapide que ça. Et donc, ce qui a permis de prolonger l'effet de l'ARN, parce que normalement l'ARN vit 2 minutes au niveau de la cellule. Mais en ayant recours à une enzyme, il a été modifié par la pseudo-uridine, l'ARN messager, au lieu de disparaître au bout de quelques minutes, il reste plus de 3 semaines dans le corps et on a trouvé des spike protéines qui sont produites par cet ARN plusieurs mois après la mort de plusieurs patients. Et donc, l'autre élément, c'est que on a dans ce vaccin un produit qui s'appelle la luciférase. Lucifer, c'est le diable. Et la luciférase, c'est une enzyme qui permet de faire des dégâts de la même manière. Et donc, elle est conçue pour manipuler le comportement des produits qui sont injectés dans le vaccin. Là, malheureusement, c'est des résidus métalliques, des cristaux de cholestérol, des fibres qui s'agglutinent dans le vaccin. Et donc, on peut agglutiner ça rien qu'avec un champ magnétique. Et donc, là, ils n'ont plus besoin d'utiliser ou de détruire. C'est un élément qui est très difficile à cerner. Donc, on a fait un essai dans un aéroport actuellement, cette semaine, ça date du 28 d'hier, et on a remarqué que 53% des personnes à qui on a fait le test manifestaient des myocardites, dont 2 pilotes américains. Imaginez un pilote qui conduit avec un tel risque sanitaire. L'autre risque sanitaire, comment on va faire pour les personnes qui sont transfusées et qui synthétisent un nombre très élevé de spike proteins. Donc, ce qui est dangereux, qui est actuellement en phase, c'est la négociation d'un nouveau règlement. Et ce nouveau règlement vise à changer les statuts de l'Organisation mondiale de la santé. Et ces 3 articles 19, 20 et 21, s'ils seront changés, il y aura une perte totale d'autonomie décisionnelle en matière de santé pour tous les pays. Donc,
toute la responsabilité d'organisation et de gestion de ce qui est maladie, de ce qui est épidémie, passera entre les mains de l'OMS. Et maintenant, le tsar de la santé. Il y a 3 livres magnifiques qui ont été écrits. Plague of Corruption. Plague of Corruption, il est écrit par Mikovits. Mikovits, c'est une docteure en biochimie, docteur en immunologie, en virologie. Elle a découvert que les souches qu'on utilise pour préparer les vaccins sont contaminées par des virus de poliomyélite et d'herpès. Deuxième livre, c'est le pouvoir administratif de Anthony Fauci. Troisième livre, c'est ce qu'on va voir, la dégradation de l'état de santé et des indicateurs de santé aux États-Unis. On le doit, entre autres, au règne de 50 ans de Anthony Fauci. Je vais un peu rapidement, juste pour vous expliquer. Il a développé le concept de partenariat public-privé. Alors, il a financé les recherches, il a lancé son collaborateur avec qui il a travaillé 9 ans pour créer une société cotée en bourse, au Nasdaq aussi, SIGA. Et cette SIGA, c'est elle qui a fabriqué le vaccin contre la variole du singe. Malheureusement, et on ne comprend pas pourquoi, ce propriétaire, Gomez, s'est retiré en même temps que son patron, son ancien patron. Donc, comme il n'avait plus de couverture, il a préféré se retirer. Et c'est encore Anthony Fauci qui gérait de main de maître tout le réseau décisionnel international, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France. Et là, c'est quelqu'un qui a été produit par Dick Cheney. Et il a un brevet sur comment améliorer l'immunité corporelle. Et donc, le premier à avoir publié ça, c'est Yves Lévy. Yves Lévy a ramené Jean-François Delfrécy. Après, vous avez la fabrication de médicaments. C'est lui qui contrôlait au niveau du NIAID, c'est Anthony Fauci qui contrôlait Moderna. Malheureusement, il a conditionné les autres agences du système américain et il a contracté, au nom de NIAID, un contrat avec Moderna concernant le vaccin. Ce contrat était signé, entre autres, par Ralph Barry, qui n'était autre que le directeur du laboratoire de Wuhan. Comment ça se fait que Moderna fabrique 100 000 doses avant que l'épidémie ne se déclare? Et là, on vient avec ce document de la DARPA que le vaccin est une propriété en termes de brevet, de propriété intellectuelle, une propriété du gouvernement américain. Même les essais cliniques qui ont été réalisés en Argentine ont été conduits par l'armée argentine. Et donc, là, ce sont tous les contrats qui ont été passés entre la BARDA, qui est une structure gouvernementale américaine, et les sociétés privées et les laboratoires. Et donc là, vous voyez ici la Advanced Technology International, qui est en fait une société d'armement, et j'adore son slogan, We Accelerate Impact. Quel impact? Quel impact? Est-ce que l'impact d'une balle? Est-ce que donc là, vraiment, le danger d'une collaboration sur laquelle on a été totalement écarté.
Ce qui est dangereux dans ce document, c'est leur ambition, c'est d'anéantir et d'annuler toute législation nationale en matière d'organisation de santé. Et donc, quand on définit le prototype, ça correspond réellement à une arme. Donc, les procès, aujourd'hui, le 1er mars, Pfizer affronte un procès et il a demandé au juge de retirer l'affaire. Et quand le juge a tenu bon, la réponse des avocats de Pfizer était la suivante. S'il vous plaît, monsieur le juge, annulez cette affaire. Nous n'avons pas fraudé, nous n'avons pas trahi la confiance du gouvernement, nous avons livré la fraude que le gouvernement nous a demandée. Et ça, c'est la plainte qui devait être jugée aujourd'hui. Et donc, les mêmes représentants du Department of Justice aux États-Unis demandent au juge et lui disent carrément que ce sont eux qui doivent être jugés et non pas les autres laboratoires qui étaient leurs commissionnaires. Cette caricature qui a 81 ans, elle est magnifique parce qu'elle résume la situation actuelle. En fait, les fonds qu'on a décrits, qu'on a évoqués, n'ont pas été dirigés vers la santé, mais les fonds ont été dirigés vers l'armée pour servir peut-être d'autres objectifs stratégiques. Les victimes des vaccins, et il y en a, sont considérées tout simplement des victimes des dommages collatéraux. Et là, c'est un document officiel de l'armée américaine qui montre que les crises cardiaques, les cancers ont été multipliés par 1000 et 2000 fois. Et donc, le nombre de maladies actuellement à gérer est incalculable. Avec quel budget? Là, c'est le groupe français, les deux bilans. Ça, c'est la correspondance que Delfrécy a envoyée à Anthony Fauci pour l'informer. Là, parce qu'ils ont travaillé ensemble sur le virus Ebola. Et là, c'est l'épouse de Yves Lévy, qui était Agnès Buzyn, qui a été obligée de démissionner. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand une agence traite un médicament, je finis dans 2 minutes. De vétérinaires, il y a 230 millions d'individus qui sont traités par l'ivermectine. Plus important, c'est que les industries pharmaceutiques en Inde qui fabriquaient l'ivermectine ont été achetées par Merck et on a arrêté la production d'ivermectine. Ça, c'est les études qui ont été faites concernant l'aspect inutile des masques. Bourla, il a été refoulé une première fois à l'aéroport de Tel Aviv parce qu'il n'était pas vacciné. Il a été refoulé une deuxième fois avec son équipe parce qu'il n'avait pas le rappel. Et en dernier, là, ce sont les lots, les 7 lots, les fameux 7 lots qui ont été fabriqués sur mesure pour les employés de Pfizer. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Juste, je finis avec le système de porte tournante, revolving door. Ça, c'est un ancien responsable de GSK. Il a pris la responsabilité de ce qu'on appelle AAAR. Voilà. Sa mission était de raccourcir les délais d'obtention des médicaments innovants. Deuxième, un ancien de Roche et de GSK. Même chose. Troisième, conseiller du gouvernement.
Et quand on leur a demandé de déclarer leur conflit d'intérêts, bien entendu, ils ont refusé au prix de quitter la commission. Même chose pour les anciens de FDA. Celui-là, c'est lui qui a étouffé l'affaire de l'utilité de l'immunité, la supériorité de l'immunité par rapport au vaccin. Ça, c'est marrant, parce que c'est le PDG, c'est le CEO de Reuters qui est devenu administrateur de Pfizer. Donc, Reuters, qui fournit toute l'information au monde entier, est devenu un filtre d'information. Même chose. Imaginez 118 000 enfants et jeunes enfants qui sont morts. Et là, c'est le réseau. Voilà. Je vous remercie. شكرا سي الأسعد على العرض الضافي والمفزع أحيانا والحقيقة مفزع. Que faudrait-il faire pour que l'humanité recouvre un peu de son humanisme? تفضل بكم اللي عنده سؤال أو مداخلة أو تعليق أو إضافة. Il y a ce micro, et j'ai un micro baladeur qui est aussi vieux que moi, ça attire de Moussa. Il est à votre disposition. Alors je vais vous donner une information. Dick Cheney est le président et était vice-président et président de Halliburton. Halliburton est un des plus grands pétroliers. C'est lui qui a... Halliburton est venu dans les années 98-99. C'est lui, c'est Dick Cheney qui a fait, vous savez, la route de Zarzis, de Djerba à Zarzis. Et il était en Tunisie et il a été reçu par Ben Ali. Et Dick Cheney a été vice-président, je crois, des Bush. Voilà, vice-président. Et donc, et c'est lui, je crois, qui était responsable de la guerre en Irak. Et Dick Cheney, Halliburton avait eu avant de faire la guerre Iran-Irak, Halliburton avait le contrat en Irak et qu'on retrouve dans le pétrole. Ça, c'est une information pour vous. C'est mon secteur, je voulais vous le dire, qui va compléter. Voilà, tout simplement. Ça fait peur, ce que vous nous avez dit. Voilà, merci beaucoup. Cette occasion où nous discutons d'un sujet qui nous intéresse, mais je dirais même qui nous préoccupe tous. Merci aux deux conférenciers. Merci. Et pour cet exposé et ces analyses qui font vraiment, et Sitofir l'a dit, qui font vraiment froid dans le dos. Ça rejoint même, je pourrais dire que certaines analyses qui ont été présentées peuvent servir à alimenter les pires des théories du complot. On a entendu surtout ces derniers temps, et avec le corona, avec tout, et c'est vrai que les implications entre le système financier, l'industrie de l'armement, l'armée, l'industrie pharmaceutique, c'est les moteurs de l'économie mondiale, c'est vrai, l'implication de ces secteurs peut faire craindre le pic, justement parce qu'il n'y a vraiment pas, et vous l'avez dit, de système de contrôle efficace sur ces groupes qui sont beaucoup plus puissants que la moitié des pays de la Terre. Ceci dit, je ne sais que penser maintenant. J'ai des médicaments à prendre ce soir, je sais pas. Ensuite, j'aimerais bien que
c'est offert, et là, je demande un peu de votre attention. J'aimerais bien que l'on essaie, dans une occasion prochaine, et là, je considère que vous en avez vraiment la capacité, de parler un peu du cas tunisien, de la Tunisie. Parce que j'imagine que chez nous, il y a sûrement une transposition de tous ces risques, de tous ces conflits, de tous ces... mais j'estime que ça peut être beaucoup plus grave. Parce que déjà, chez eux, je parle des nations développées, là où il y a les grandes industries pharmaceutiques, ils ont des systèmes de contrôle, ils ont des systèmes d'évaluation, ils ont des institutions qui sont là pour servir de garde-fou. Mais chez nous, et là, j'ai Monsieur le ministre de la Santé, c'est déjà devant moi, il doit en savoir quelque chose. Je crois, j'estime que les systèmes de contrôle sont quasi inexistants en Tunisie. Ensuite, le système de la santé en Tunisie lui-même, bon, les conflits d'intérêts, c'est vrai, c'est l'un des aspects, c'est l'un des problèmes qui concerne le secteur de la santé. Mais je considère, et là peut-être une affirmation qui va choquer certains, que notre système de santé est défectueux, est malade. On ne cesse de nous répéter que notre système de santé est le fleuron de l'Afrique, du monde arabe, qu'on s'occupe de soigner des Britanniques, des Européens, que nous sommes réputés pour les bons soins, mais malheureusement, et il faut se rendre à l'évidence, notre système de santé est malade. Je dirais même qu'il part à la dérive. Je ne parle pas ici des médecins, je ne parle pas des structures hospitalières, au contraire. Nous avons des cliniques qui sont meilleures que les meilleures cliniques du monde, qui sont équipées. Mais malheureusement, notre système de santé part à la dérive parce que nous avons maintenant un système de santé à deux vitesses, sinon à plus. Le secteur privé et le secteur public, aucune comparaison entre les deux secteurs ne peut être faite, et je suis sûr que s'il y a des médecins qui exercent dans le secteur public savent de quoi je parle, et même en savent davantage. Notre système de santé, qui était l'une des bases de la Tunisie nouvelle après l'indépendance, qui était une fierté, est maintenant malade. Il est déstructuré. Et j'ai parlé de système de santé à deux vitesses parce que, imaginez, la souffrance double des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner dans le secteur privé et qui obtiennent des rendez-vous à des mois de distance, à une année parfois, qui n'ont même pas les moyens de faire un scanner, une IRM, et qui, même s'ils sont soignés, s'ils sont vus, consultés par un médecin à l'hôpital, ne peuvent et n'ont pas les moyens, ni un système de prévention sociale qui vaut la peine, ni un système de remboursement ou une assurance, ils n'ont pas les moyens même de s'acheter les médicaments. Et nous savons maintenant combien valent les médicaments et combien ils sont devenus chers. Donc ils préfèrent et ne pas s'embêter ou même couler pour acheter les médicaments qui sont prescrits. C'est une suggestion. On pourrait, si vous
voyez, et surtout que nous avons des gens qui sont capables d'analyser le système de santé tunisien, organiser quelque chose qui se rapporte à ce problème crucial avec le secteur de santé, comme j'ai dit, avec le système d'éducation et avec sont maintenant vraiment à la dérive. Et je vous remercie. Shukran, Si Moustapha, moi je ne voulais pas aborder le cas spécifique de la Tunisie, mais je vous cite un cas, un blessé qui attend un scanner aujourd'hui même, de 15 ans jusqu'à maintenant, qui est dans le plus grand hôpital de Tunis. Il roule chemin, le scanner au Kassar, et je passe. Je ne voudrais pas oublier pendant la crise du Covid tout le sacrifice des soldats en blouse blanche qui ont sauvé des vies humaines. La campagne massive de vaccination, elle a sauvé des vies. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut vacciner au moins 2-3 fois, pas plus, parce que les infectiologues disent qu'il y a des effets secondaires possibles avec le meilleur des vaccins. Mais pour ce qui est de la campagne vaccinale, elle a été vraiment résolutive, elle a empêché donc la catastrophe, parce que je me rappelle en juillet et août, on allait vers le gouffre. Il y avait des centaines de morts par jour. Et la vaccination intensive, avec l'appui de beaucoup de pays étrangers, qui se sont mobilisés, et chaque jour il y avait des avions qui venaient, l'OMS, les États-Unis, et je crois que les conseils de l'ordre, dont l'ancienne présidente et le conseil régional était présente, des soldats en blouse blanche ont contribué à éviter le désastre. Et là, je retiendrai ça. C'est sûr que le système de santé est malade, mais il n'est pas mort encore. Je pense qu'il y a une faculté de médecine, il y a 2 facultés de médecine qui ont eu la certification, celle de Tunis et celle de Sousse. Donc, on est peut-être un peu malade, ou trop malade, mais on n'est pas encore mort. Voilà, merci beaucoup. Je remercie Sila Saad pour son excellent exposé. Mais je voudrais aussi dire que malheureusement, sur ce sujet-là, de manière générale, plus on lit, plus on s'intéresse au problème, plus on a plus que froid en disant qu'il n'y a rien à faire. Presque, il n'y a rien à faire. Or, il y a quand même un milieu entre, c'est vrai, toutes ces affaires qui sont à l'origine de plusieurs dérives et qui ont été aussi à l'origine et qui ont été suivies aussi dans plusieurs cas de retrait de médicaments, de retrait de l'eau et de médicaments qui se sont avérés négatifs, qui sont avérés dangereux. Mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas dire que la recherche scientifique et les progrès de la médecine n'ont pas entraîné une amélioration de la santé d'une manière générale. La preuve, l'espérance de vie dans le monde, d'une manière générale, a beaucoup augmenté, obligatoirement, à cause, entre autres, des progrès de la médecine et des médicaments. Donc, il y a un juste milieu qui est à trouver. Et l'important aujourd'hui, c'est de dire quels sont les moyens qui vont nous permettre de, non pas d'éradiquer les conflits d'intérêts. De toute façon, en Tunisie, on n'est pas dans la situation du conflit d'intérêts, on est dans la situation de la corruption. Or, le conflit d'intérêts, c'est la pré-corruption. On est dans la corruption comme système de gouvernement, presque. Donc, quels sont les moyens qui nous permettent de diminuer, pour une raison très simple, c'est que nos caisses sociales, en particulier en Tunisie, la CNAM, ne pourra jamais suivre cette évolution. Moi, tout à l'heure a dit une ampoule qui coûte 1 ou 2 millions de dollars, enfin, mais là, je crois que c'est $1 million. Ils sont arrivés oui, bon, ça, c'est aucun système d'assurance dans le monde ne pourra suivre. D'ailleurs, le prix du médicament, c'est tout simplement ni le prix de revient, non, c'est le prix que peuvent payer les assurances américaines pour ce produit. D'ailleurs, moi, j'avais
un livre de chevet, je l'ai lu pendant à peu près 6 mois. Ce livre de chevet s'appelait tout simplement les 4000 médicaments les plus dangereux ou inutiles et qui a été écrit par un ancien ministre Debré, oui, et un pneumologue, qui a été pratiquement, je crois que c'est le Conseil de l'Ordre l'a banni à cause de ce... Donc, moi j'aurais voulu qu'on s'intéresse plus maintenant aux moyens qui permettent de diminuer les conflits d'intérêts pour permettre au moins à la majorité de la population de se soigner, parce que si on continue comme ça, les budgets de la santé vont exploser et aucun pays ne pourra suivre, en particulier chez nous. Merci. En fait, je me présente, je suis professeur Alice Close, je suis pharmacologue et j'ai un cursus assez divers. Et on était ensemble à l'Académie de bonne gouvernance avec Lassad. Et on était toujours en conflit intellectuel, mais on reste en dehors de tout conflit d'intérêt. C'est ça le plus important. Je ne peux pas ne pas intervenir. Je suis membre du comité scientifique contre la Covid et membre du comité national de veille scientifique des vaccins. Et je suis pharmacologue. Pour rassurer tout d'abord, qui doutait de prendre ses médicaments, prenez vos médicaments ce soir, c'est important. L'histoire des statines n'est pas tout à fait tranchée, et encore moins les antidépresseurs. Donc c'est une discussion, mais prenez vos médicaments. Et ma peur, c'est de déclencher en fait le doute, alors qu'on parle d'un problème sérieux qui est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est un problème de gangrène qui risque de tuer tout le système. Et dans le monde, ça a été tranché. Vous ne pensez pas que l'agence NICE en Grande-Bretagne ou la HAS en France ou aux États-Unis, et tout ce qu'on a dit par rapport au vaccin Pfizer, il faut le multiplier aux États-Unis par 2 parce qu'il y a le Moderna aux États-Unis, mais aussi dire que les Chinois sont complices puisqu'ils ont deux vaccins et que les Russes sont aussi complices dans l'affaire puisqu'ils ont le Sputnik, et que les Britanniques et les Suédois sont complices puisqu'eux aussi ils ont un autre vaccin, et le monde est une conspiration totale. Donc il n'y a plus rien à faire, on va tous mourir. Mais bon, c'est pas ça. Donc je pense qu'on respecte bien sûr l'approche, il faut toujours être veillant. Mais par contre, le conflit d'intérêts en Tunisie est un grand problème. Un grand problème, et personnellement j'ai dit ma phrase qui m'a fait beaucoup de problèmes à titre personnel. Lorsque les laboratoires pharmaceutiques arrêteront de financer les restaurants et les hôtels et financeront la recherche, on n'aura plus de problème. Et ça, c'est quelque chose qui vit dans le cœur du système. Et pourquoi ils le font? C'est parce que le système est défaillant. Et parce qu'il n'y a pas de formation continue objective et indépendante qui a été programmée à l'initiation de la CNAM et qui a été programmée que le médecin ait une formation continue. Et aujourd'hui, il ne la trouve qu'à travers les laboratoires. Et ça a été programmé aussi que les médecins qui appartiennent à l'élite aient la possibilité de participer à des congrès internationaux en ayant une prise en charge correcte, alors que vous savez que l'allocation touristique ne paye même pas une inscription. Donc tout ça fait qu'on a un système qui pousse même les plus honnêtes à aller à la frontière de ce conflit d'intérêts. Troisième phrase que je dis, qui est problématique, qui a malheureusement une fois été mal interprétée parce qu'elle a été soufflée par des bienveillants ministres, j'ai dit, et je continue à le dire, un expert sans lien d'intérêt et sans intérêt. Pour l'industrie pharmaceutique. Attendez, je explique parce que ça a été mal interprété. Parce que comment on va avoir l'expérience d'études de dossiers d'industrie pharmaceutique et c'est parce qu'on a eu accès à des informations. Lorsque vous êtes académicien dans votre laboratoire ou dans votre bureau, vous n'avez jamais accès. Le plus important dans tout ça, ce n'est pas de ne pas avoir des liens d'intérêt, c'est de ne pas avoir des conflits d'intérêt et de gérer ces liens d'intérêt, de déclarer. L'obligation est de les déclarer. Malheureusement, on n'a pas un système de
déclaration, et on n'a pas un système de veille qui vérifie que les personnes, et notamment les experts qui ont travaillé sur les dossiers, n'avaient pas de liens d'intérêt. Donc, à mon avis, c'est un sujet hyper important. Il y a des textes qui ont été écrits. Personnellement, j'ai participé à plusieurs textes. Dans le cadre de l'Académie, on a préparé un texte. Il est encore au niveau du ministère de la Santé. J'espère qu'il verra le jour le plus rapidement possible. Mais c'est très important de réunir et de se réunir de nouveau, si c'est possible, avec plus de temps de discussion et surtout parler de la situation de la Tunisie réelle. Parce que pour moi, un conflit d'intérêts s'arrêtera lorsque on ne m'appelle plus parce que ça, c'est parce que le système est défaillant. Et lorsque j'interviens à quelqu'un pour trouver un rendez-vous, c'est qu'il y a tout un système de corruption dans la prise de rendez-vous et l'équité n'est pas assurée pour tout le monde. Donc c'est pour cela que je dis, le conflit d'intérêts n'est pas que le conflit avec l'industrie pharmaceutique. Le conflit d'intérêts dans la santé concerne l'infirmier, l'ouvrier, le médecin, le chef de service et les responsables à tous les niveaux. Et tout ça, ça doit se régler. Ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est de la véritable corruption. Bon, j'ai beaucoup travaillé au Conseil de l'Ordre pendant une vingtaine d'années et pendant 2 ans, j'ai été à la tête du Conseil national de l'Ordre des médecins. Tout ce que vous avez dit est vrai, je pense. Il y a du vrai à 90%, je dirais. Je ne sais pas, les 10% vont voler dans quelle direction. Mais concernant la Tunisie, moi je vais parler de ce qui se passe actuellement en Tunisie. Il y a un problème d'éducation. Et l'éducation commence à l'école primaire. Et notre système d'éducation, il est complètement détruit. Donc on apprend la corruption maintenant à partir de l'école primaire et ça va en augmentant, en arrivant à l'école supérieure. C'est-à-dire lorsqu'on est médecin, on est prêt à accepter tous les conflits d'intérêts possibles et imaginables parce qu'on a été éduqué dans la corruption. Et surtout, ces 30 dernières années. Parce que la Tunisie post-indépendance n'est pas la Tunisie actuelle. Il y a plusieurs personnes qui ont les cheveux blancs comme moi, et ceux qui ont vécu les années 60, je pense qu'ils doivent comprendre que ce qui se passe depuis les années 80, plus depuis les années 70, n'est plus la Tunisie qui devait suivre le bon chemin. Bon, actuellement, alors les médecins, premièrement, il faut changer la loi d'orientation pour les universités. Ça, c'est primordial. On ne peut pas être médecin, n'importe qui ne peut pas être médecin. Je regrette, ce n'est pas une sélection ni de couleur, ni de race, ni de classe sociale, ni rien du tout. Il faut que toutes les personnes qui vont vers cette direction, parce que c'est un métier humaniste, c'est un métier où il y a des règles à suivre, qu'il faut suivre. L'éthique, la morale et la déontologie, c'est la priorité de cet exercice. Alors nous, maintenant, on n'a plus de morale, on n'a plus d'éthique et on n'a plus de déontologie. Et il est très difficile pour les gens qui ont gardé quelque chose, un peu de ces règles, d'essayer de gérer les problèmes actuels de l'exercice médical. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, je suis un ancien universitaire, mais lorsque je vois ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, si ça continue comme ça, c'est la destruction de la médecine tunisienne, à tous les niveaux. Donc, les enseignants sont responsables, ceux qui gèrent les hôpitaux sont responsables, et je ne parlerai pas des tutelles qui ont géré cette institution. Donc, je pense qu'il va falloir faire de la réparation et faire de la prévention pour les générations à venir. Les enfants, nos enfants, vos enfants qui sont en train de quitter la Tunisie actuellement, les internes, les résidents qui ont quitté la Tunisie,
si vous les emmenez ici, vous leur posez des questions, pourquoi ils ont quitté la Tunisie? Ils n'ont pas quitté la Tunisie, comme l'a dit un des premiers ministres, il n'est plus en Tunisie, parce que s'il parle de nationalisme, lui, il n'est pas nationaliste, celui qui a quitté la Tunisie et qui a dit ça des médecins qui ont quitté la Tunisie. Eh bien oui, et alors qu'ils partent, ils vont nous envoyer de l'argent. Khadem Tarzem Tabour, les médecins tunisiens qui ont quitté la Tunisie. La Tunisie a besoin de tous ces médecins qui ont été formés en Tunisie. Malheureusement, ils ont quitté la Tunisie parce qu'ils ont été maltraités. Maltraités par qui? Par leurs confrères, leurs seniors, leur administration, leur ministère. Lorsque un médecin en formation va voir son patron pour lui dire « Monsieur, j'ai été maltraité toute la nuit par l'ouvrier, l'infirmière, etc. » Il lui dit « Monsieur, vous êtes de passage, eux, ils sont permanents dans le service. » Donc ils se la bouclent. Et au point de vue aussi, ils ont peur de faire plus parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur diplôme à la fin de l'année. Actuellement, il y a des médecins qui ont terminé et qui ont leur diplôme qui sont réquisitionnés pour les empêcher de quitter la Tunisie. Il y a des médecins qui ont quitté la Tunisie sans les diplômes, sans les spécialités qu'ils ont passées et qu'ils ont réussi. Tout ça, ça vous explique quelle est la situation en Tunisie. C'est la relève de la Tunisie qui est en train de partir, c'est la relève de la Tunisie, parce que nous, on a terminé notre mission et on a peut-être mal fait, et on a mal terminé, parce que c'est l'Assad. On a demandé plusieurs fois à ceux qui enseignent dans les facultés que l'ordre, par exemple, fasse des cours. Ça, c'est un cours à enseigner à la faculté pour leur montrer quels sont les risques de conflits d'intérêts dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que les médecins qui vont exercer demain en Tunisie et qui ont des problèmes, parce que c'est comme toute la population, hein, les médecins, ils ne sortent pas du ciel du XVIIe siècle, hein. Ils sont de familles, de toutes les familles tunisiennes. Il y a des familles qui ont les moyens et d'autres qui n'ont pas les moyens. Parce que vous voyez un médecin venir vous voir et vous dire « Monsieur, je suis au chômage, je suis marié, j'ai mon diplôme et je ne peux pas travailler et j'ai fait des gardes pour le Covid. » Il y a des gens qui ont été recrutés pour le Covid qui n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été payés. Appelez les jeunes, écoutez-les jeunes qui vont prendre la relève. C'est ça le problème. Et donc, ça, il faut l'enseigner. L'ordre doit faire partie de l'enseignement. Pour enseigner quoi? L'exercice médical et quelles sont les fautes à ne pas faire. Avec les cas, il y a des médecins qui ont été sanctionnés. Il y a plein de médecins qui ont été sanctionnés pour des fautes déontologiques. L'indépendance est un des articles princeps du code de déontologie. C'est quoi l'indépendance? C'est le conflit d'intérêts. Parce qu'on doit être indépendant pour soigner un malade. Personne ne doit nous influencer. Ni l'administration, ni le directeur de l'hôpital, et ni la pharmacie, ni les fabricants de pharmacie, ni de médicaments, ni de matériel médical. En France, il y a eu un changement, vous devez le savoir, des gestions hospitalières parce qu'on a donné les moyens aux hôpitaux pour gérer leur budget. Et on donne, c'est-à-dire aux chefs de service ou aux gens de travail, on les évalue en fonction du nombre de malades qu'ils ont opérés ou... voilà. La rémunération à la performance. Et ça, c'est anti-déontologie. Et le Conseil de l'ordre a pris une position pour dire aux gens qui allaient prendre cette prime qu'ils sont dans l'illégalité et qu'ils risquent d'être condamnés par le Conseil de l'ordre. Nous, alors ça, il faut l'informer, il faut l'expliquer aux jeunes qui sortent, parce qu'ils ne connaissent pas le code de déontologie. Lorsqu'on les appelle, ils ont lu le code de déontologie, mais ils ne comprennent pas. Dans les pays européens, il y a un commentaire du code de déontologie où on met quelles sont les règles à respecter et à ne pas respecter. C'est ce qui nous manque. Nous, on a un code de déontologie qui date des années 93, de 93. Il y a des lois qui sont sorties depuis 93 à ce jour, qui n'ont pas été intégrées dans le code de déontologie pour l'exercice. On a fait plusieurs propositions avec tous les ministres. En 10 ans, on a vu 14 ministres de la Santé. En 10 ans, les 10 dernières années. Vous allez voir un ministre, 6 mois après, il y a un autre ministre qui arrive.
Comment voulez-vous gouverner ce pays? On ne peut pas le gouverner, on ne peut plus le gouverner, ce pays. Et la santé et l'éducation, c'est les deux bases, piliers de ce pays. Malheureusement, les deux sont en train de crouler et tout le monde se tait, tout le monde se tait. Bon, en dehors des médias, bien sûr. Ils disent n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mais nous, les intellectuels, nous serons jugés par je ne sais qui, Dieu ou ce que vous voulez, chacun l'appelle comme il veut, un autre jour, pour tout ce qu'on a fait, pour l'héritage qu'on a laissé à nos enfants, à nos petits-enfants et à la population qui n'a aucun moyen. Il y a plus que 2 millions de Tunisiens qui n'ont aucune couverture médicale en Tunisie. Aucune. L'assurance de la maladie, voilà, l'assurance maladie, c'est une calamité. Allez voir ce qui se passe. L'assurance maladie, elle ne couvre rien du tout. Donc, pour nous, je crois, c'est là, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a des choses à voir pour la Tunisie, parce que heureusement, peut-être qu'on n'est pas dans cette situation-là, mais c'est ce qu'a dit Jebr, c'est l'ancien ministre de la Santé, c'est Dakeshri. Le premier problème, je ne sais pas, c'est l'ancien ministre de la Santé, le gros problème actuellement en Tunisie, c'est la corruption. Les pannes qu'on voit dans les hôpitaux, ou certains hôpitaux, où les malades qui attendent depuis 6 mois ou 7 mois pour se faire opérer pour un pontage cardiaque, il y a 400 malades à l'Ariana qui attendent sur une liste d'attente pour s'être opérés pour un problème cardiaque. معناتها الوقت الواحد ينجم يموت 100 مرة حتى قبل ما يوصل الدور نتاعو مش هو يداوي يعمل واحد. Tout ça c'est quoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. L'argent qui a été récolté par le 18-18, on aimerait bien savoir où il est passé. Un jour, il faudrait nous l'expliquer. Le citoyen, il est redevable et l'État aussi doit être redevable. Et lorsqu'on a demandé dans la Constitution, la première Constitution qui a été faite en 2014, d'inscrire dans le truc de la santé que l'État est redevable vis-à-vis de la population en cas de défaillance de soins. Ils ont refusé de le mettre. Voilà. شكرا. بارك الله فيكم الكل على مداخلاتكم، خاصة المداخلة الأخيرة qui me rappelle vaguement le serment d'Hippocrate qui est passé aux oubliettes, je crois، بشكل دكتور عمر. لكن حسب رأيي احنا في حضور ثلة من خيرة أطباء تونس. Un vrai médecin est un médecin humaniste, contribuant à travailler ensemble كل حد في موضوع في تحسين الأمور. ثم للأسف الشديد في بلادنا وفي غير بلادنا الكثير مهرومين في الدمار والهدم. احنا نواصل البناء وتنشوفوا شكون يقرا في الاخر. وبارك الله فيكم. باش نعطي كلمه 3 دقائق سي لسعد بعد اذنك باش نختموا، وبعد تكمل سي لسعد 3 دقائق. احنا عندنا تقليد. Je vais vous remettre l'écusson de notre club pour vous remercier. تفضل جيت معنا وبعد on passera à la petite réception. تفضل. بارك الله فيك. Je suis content que Sisleh-Din a évoqué le fameux livre de chevet de 4000 médicaments. Et c'est encore valable à ce jour. Donc, ce qui a été présenté correspond parfaitement à la réalité. Et merci à Sianis, et je ne sais pas si je dois vous qualifier en tant qu'ambassadeur d'industrie pharmaceutique ou en tant qu'ambassadeur de santé publique. Pourquoi? Certainement pas la première. Et pas la deuxième. Pourquoi? Parce que toujours, quand vous dites et vous répétez que vous avez honte de ne pas partir faire vos formations, moi je fais mes formations en finançant
mes propres formations et j'ai beaucoup de fierté à le faire et je ne demande à aucun laboratoire de financer quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous dites un expert sans intérêt, son lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Oui, mais pour l'industrie pharmaceutique, pas pour la santé publique. Ça, c'est le deuxième point. Ça fait 11 ans que je travaille sur le sujet, sous toutes ses formes, sous tous ses angles. Et rien que le fait d'évoquer le terme gouvernance, la gouvernance, elle a été créée par la Banque mondiale en 1994. C'est une terminologie qui nous vient du secteur public et donc déjà l'esprit du secteur privé est opposé au niveau des termes, au niveau des intérêts, à l'esprit de l'entrepreneuriat particulier. On ne peut pas servir l'intérêt public, l'intérêt général, tout en servant l'intérêt particulier. Si c'est antinomique, ce sont deux directions inconciliables. Donc, l'autre élément, on veut lutter contre la corruption, c'est bien beau, mais la corruption, elle commence où? Elle commence d'abord dans le financement de la recherche. Parce que le financement de la recherche est le premier élément biaisé. On oriente la recherche là où on veut quand on donne de l'argent. Et donc, les résultats de cette recherche, comme ils sont financés par l'industrie pharmaceutique, automatiquement, ils sont orientés pour servir un objectif économique, commercial de l'industrie pharmaceutique. Depuis la conception de l'essai clinique jusqu'à la prescription et la dispensation. Donc, quand on vient me dire on n'a pas de solution, commencez déjà par libérer la recherche. Parce que la recherche, quand elle est financée par le gouvernement, elle doit être orientée vers l'intérêt général, mais pas pour telle ou telle maladie. Donc, ça, c'est une tare de réflexion. On lance des mots comme bonne gouvernance, lutte contre la corruption, lutte contre les conflits d'intérêts, et on fait totalement l'opposé. Tant que la recherche n'est pas financée et n'est pas extirpée des mains de l'industrie, tant qu'il y aura de la corruption jusqu'à la moelle osseuse au niveau secteur médical et sanitaire. Même les maladies qu'on crée, elles sont faites sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, elles ne sont pas faites pour traiter telle ou telle maladie. Donc, j'ai beaucoup d'exemples. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont actifs au 5e de la dose. Chaque fois qu'on double la dose, on double les effets indésirables, mais on ne double pas l'effet thérapeutique. Vous êtes pharmacologue, vous devriez connaître ça. Et donc, la prise en charge des effets indésirables des AINS, elle est à la charge du pauvre patient et elle est à la charge de la communauté. Quand on fait un prix d'un médicament, est-ce que l'industrie, elle est payée, mais est-ce qu'elle participe à la prise en charge des effets indésirables qu'elle cause, comme toutes les autres industries? Non. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de conceptions qui ne correspondent pas à la réalité. On fait un projet de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance. Et dans l'élaboration de ce projet, on fait de la corruption et on fait des conflits d'intérêts. Et donc, la pratique, c'est une chose. La conception, quand on vend une idée au public, on essaie de l'améliorer au maximum, mais la réalité, elle est à l'antipode de ce qu'elle doit être. Et notre drame, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. على تقريب في النادي
تاعنا يعني تحضير التفضل بإرسال محاضرة